Bonjour, je vais juste m'assurer que c'est bon, c'est parti en ligne? Ouais? Parce qu'on est sur un format d'événement hybride. Et donc, bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir ici chez Léonard pour une nouvelle conférence du Lab Recherche Environnement. Merci d'avoir fait le déplacement en ce vendredi matin et bienvenue également à toutes celles et ceux qui nous suivent en ligne. Vous étiez nombreux à vous inscrire pour suivre la conférence par ce biais. Si vous êtes ici ou si vous êtes en ligne, c'est que vous connaissez probablement le Lab Recherche Environnement. Alors, je vais quand même apporter une petite piqûre de rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il s'agit d'un partenariat de recherche dont l'objectif est de travailler sur la réduction de l'empreinte environnementale des bâtiments et des infrastructures. Et pour cela, nous collaborons avec l'École des mines de Paris sur l'efficacité énergétique des bâtiments, avec AgroParisTech sur la végétalisation des infrastructures et des villes, et puis bien sûr avec l'École des ponts qui est à l'origine de cette conférence aujourd'hui, sur des sujets qui sont liés, pour faire simple, à la décarbonation de la mobilité. Depuis 2008, le Lab, c'est 85 projets de recherche qui ont été soutenus, la plupart sous forme de doctorat ou de post-doctorat, avec un financement total apporté par le groupe de 18 millions d'euros. Alors ce travail, bien sûr, il ne serait pas possible sans l'investissement permanent également des salariés de Vinci qui offrent aux chercheurs des terrains d'application concrets pour tester et mettre en œuvre leurs travaux dans les projets de bâtiments et d'infrastructures du groupe. Alors aujourd'hui, peut-être 3 points. Je fais une intro assez généraliste aujourd'hui parce que vous allez voir qu'après, il y a des gens qui vont pouvoir vous expliquer de façon très précise les enjeux. Le premier point, c'est le contexte, un contexte scientifique en pleine évolution. Alors notre conférence aujourd'hui, elle s'intitule Camions et routes électriques, un duo gagnant. Alors son titre ne contient aucun mot interdit. Mais au fil des échanges, nous allons aborder des sujets comme le changement climatique, la décarbonation. Ce sont évidemment des enjeux essentiels, mais qui, dans certaines régions du monde, disparaissent progressivement des discours officiels. Alors, tout ça pour dire qu'on évolue dans un contexte qui est de plus en plus incertain. Et face à ces incertitudes, nous nous appuyons sur les forces de la science, de la méthode scientifique, dont l'une des grandes qualités, justement, est de savoir avancer en raisonnant dans l'inconnu, et puis également sur une des forces de Vinci, qui est celle de raisonner dans le temps long. Alors, le deuxième point, c'est la suite logique du premier. Je voulais vous parler un petit peu du programme Recherche et Solutions, qui matérialise bien ce lien entre la recherche et l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter un projet qui s'inscrit dans ce programme Recherche et Solutions qu'on a lancé en 2019. Ce programme, il vient compléter le dispositif principal de recherche du Lab Recherche Environnement en apportant une approche plus opérationnelle. Ce sont directement les métiers de Vinci qui proposent des projets en lien avec les solutions qu'ils développent sur le terrain. C'est donc une passerelle supplémentaire entre science et industrie. Le projet que nous vous présentons aujourd'hui, donc c'est une étude socio-économique sur une solution de fret décarboné sur autoroute. Il a été proposé par les équipes de Vinci Autoroute, donc par Christophe Hugues et par Louis Dupasquier qui a suivi le projet au quotidien. Euh, ça a été mis en œuvre par Nicolas Coulombel qui s'occupe de superviser les travaux du lab à l'école des ponts en s'appuyant grandement, vous allez le voir, sur ses confrères de l'université Gustave Eiffel, que je remercie également. Et donc cette étude, elle s'inscrit pleinement dans les enjeux de recherche et solutions qui sont d'anticiper les évolutions du marché, d'explorer de nouveaux usages et potentiellement d'enrichir ou de créer de nouvelles offres. Alors, troisième point, c'est une conférence qui va mobiliser des intervenants exceptionnels pour nourrir notre réflexion sur ces sujets. Déjà, on a l'honneur d'accueillir Steph Prost, qui est professeur à l'université KU Leuven en Belgique, qui nous apportera son éclairage sur les enjeux du fret dans la décarbonation de la mobilité en Europe. Donc, je le remercie chaleureusement de participer à cet événement. On aura ensuite Pierre Delegue, qui est directeur des projets de mobilité autonome, et Louis Dupasquier, Pierre Delegue chez Léonard, Louis Dupasquier, directeur des mobilités décarbonées de Vinci Autoroute, qui nous donneront un peu d'éléments aussi de contexte sur la façon dont l'électrification à la fois des usages sur les autoroutes, mais aussi de l'infrastructure en elle-même avance.
Et puis ensuite, nous vous présenterons les travaux menés par l'Université Gustave Eiffel avec François Combe, qui est co-directeur du département aménagement, mobilité, environnement à l'Université Gustave Eiffel, et Lucie Le Truy, qui est chercheuse. Et puis enfin, nous sommes également très heureux d'accueillir nos collègues de Cobra IS, en particulier de Procmé Group, qui nous présenteront une solution de poids lourd autonome avec André Pardal et Anna Dias. Avant de donner la parole au premier intervenant, je voulais juste indiquer qu'il y aura deux présentations qui seront faites en anglais. La première, justement, celle de Steph Prost, et puis la dernière, celle des équipes de Cobra. Donc pour ceux qui sont dans la salle, vous avez des casques de traduction qui sont disponibles à l'accueil, enfin à l'accueil juste devant le café. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à vous en saisir. Et puis pour vous qui êtes en ligne, vous aurez aussi une traduction en temps réel de ces interventions. Encore un petit point justement pour ceux qui sont en ligne. Si vous avez des questions qui viennent, ça marche aussi pour ceux qui sont dans la salle, hein. Si vous avez des questions qui viennent au fil des présentations, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Elles seront ensuite, comme on le fait bien souvent, modérées et j'y aurai accès, je pourrai les poser. Et si possible, quand vous posez une question, indiquer d'où elle vient, donc qui vous êtes par exemple. Ça peut aussi nous donner de l'information nécessaire pour une meilleure modération. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole au premier intervenant. Steph, merci beaucoup d'être parmi nous. On est très content d'avoir votre éclairage sur le sujet. Okay, I'll speak in English, but I don't mind if you have questions in anglais, mais n'hésitez pas à poser vos questions en français. Mais en tout cas, c'est plus simple pour moi de m'exprimer en anglais. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recherche qui a été faite à l'initiative du gouvernement suédois. Je travaille avec différents chercheurs en Suède. Il y a quelque chose qui les intéresse beaucoup, c'est la décarbonation du fret. Et je vais vous présenter les résultats de leurs recherches. Beaucoup de questions. La Commission européenne ou l'Union européenne est très ambitieuse. Je pense que nous faisons figure de chef de file dans le domaine de la décarbonation du fret. Très souvent, on entend des idées. Par exemple, le moment est venu de passer au ferroviaire, le moment est venu de mieux remplir les poids lourds qui ne sont remplis qu'à 70%, donc rajouter 30%. Et ce serait mieux. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça, mais en fait, ces personnes n'y connaissent rien. Mais en tout cas, il est bon de rétablir la vérité. Il existe plusieurs instruments politiques. Sont-ils efficaces? Est-ce que ce sont les bons instruments? Et ce sur quoi je vais me concentrer, c'est le transport longue distance. Je crois que François, un petit peu plus tard, va aborder la question du transport en France. Personnellement, je vais parler des camions, des poids lourds qui traversent les frontières, pas forcément toutes les frontières, mais en tout cas le transport routier de longue distance. La première question. Que peut-on attendre en termes de volume de fret? Eh bien, je m'intéresse toujours à une statistique très intéressante. On compare les États-Unis en 2022, bon, ça a pu changer. On compare les États-Unis et l'Union européenne. Et quand on compare ces deux continents, eh bien, on voit qu'il y a deux choses qui ressortent. La première chose, c'est que on voit une grande part du ferroviaire aux États-Unis, 30%, parce que vous voyez aux États-Unis qu'il y a des lignes de chemin de fer qui traversent d'est en ouest tout le pays. Par ailleurs, il y a une forte intensité du fret. Par personne, on voit qu'il y a beaucoup plus de fret. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, cela veut dire que en Europe, on a encore une bonne marge de manœuvre pour développer le ferroviaire et on peut travailler entre différentes nations. Je m'attends donc à voir une augmentation du volume de fret.
Si on s'intéresse aux statistiques en termes de volume, vous avez ici les statistiques de fret en Europe. Alors, vous voyez qu'il y a deux modes de transport dominants. Tout d'abord, le transport routier et en deuxième position, le transport maritime. Au sein de l'Union européenne, donc des petits trajets maritimes, je vais me concentrer sur ces deux modes de transport aujourd'hui. Donc, le transport routier et le transport maritime. Vous allez le voir, le ferroviaire n'occupe qu'une place minime dans le transport. Je n'ai rien contre le ferroviaire, on peut essayer d'augmenter la part du ferroviaire, on peut essayer de doubler la part du ferroviaire, mais ce n'est pas réellement une solution. L'UE est très ambitieuse. L'UE nous dit, nous souhaitons que tout soit décarboné à l'horizon 2050. On parle plutôt de 90% de décarbonation et surtout, on veut tout décarboner. Décarboner le transport routier, décarboner le transport maritime. Je ne vais pas parler du cargo aérien. Ce n'est pas si important que cela, mais bon, voilà, en tout cas, le transport routier et maritime doit être décarboné. Je vais à présent me concentrer sur le transport routier. Il y a plusieurs moteurs dans la décarbonation du transport routier. Le premier vecteur, disons, ce sont les nouveaux poids lourds, les nouveaux camions. Je ne sais pas s'il y a des constructeurs de camions dans la salle, dans le public ou en ligne, mais en tout cas, bon, il y a Renault, gros constructeur en France. Ça permet d'avoir un petit peu un moyen d'action. Par rapport à 2019, pour les poids lourds, il faut une diminution de 45% des émissions. 2035, 2040, on arrive à moins 65% et moins 90% pour les nouveaux camions. Alors, qu'est-ce que cela signifie en termes de technologie? Alors, personnellement, je ne suis pas ingénieur. J'imagine qu'il y a beaucoup d'ingénieurs dans la salle. Non, vous êtes ingénieur. Il faut que je parle un petit peu plus fort, apparemment. Je vais essayer. Dès qu'on parle de technologie, j'ai tendance à utiliser une image assez simple. Je travaille beaucoup avec les ingénieurs. Donc, quand on peut utiliser l'électricité directement, eh bien, c'est plus efficace que de passer par un intermédiaire. Un intermédiaire, par exemple, l'hydrogène. On peut utiliser l'hydrogène pour des piles à combustible, pour créer un nouveau combustible liquide. On peut faire beaucoup de choses, mais quand on parle à des ingénieurs en général, et à des économistes de plus en plus, eh bien, on se rend compte qu'il faut passer par l'électricité. Deux choix avec l'électricité. Soit on charge l'électricité dans une batterie, donc avec des camions qui ne fonctionnent que sur batterie. Et la deuxième grande technologie, c'est ce que l'on appelle les autoroutes électriques. Vous voyez, avec des camions qui fonctionnent en se connectant à des caténaires. Et c'est ce que vous voyez à l'écran. Une photo qui vient de Siemens. Plusieurs questions de recherche, et je vais me concentrer sur ces questions de recherche. Alors, cette problématique, est-ce que cela vaut la peine d'améliorer une technologie plutôt qu'une autre? Qui doit investir? Si on souhaite avoir des autoroutes électriques, eh bien, qui est chargé de l'investissement? Est-ce qu'il faut une coordination au niveau européen? Et ce n'est pas forcément pertinent pour tous les pays d'investir dans ce genre de technologie. Si vous avez trop de trafic poids lourd, eh bien, cela va coûter très cher d'utiliser les autoroutes électriques. Certaines personnes ont tendance à dire: ah, il n'y a pas de taxe carbone quand on conduit et quand on roule au diesel. Mais ce n'est pas correct. Certaines personnes disent: non, non, on paye pour l'utilisation de la route. Et quand on pense au diesel, le diesel émet du CO2, le diesel est taxé, ce qui signifie qu'il y a bel et bien une taxe carbone, une taxe sur le CO2. Mais c'est quelque chose d'assez difficile à faire comprendre à certaines personnes. En tout cas, aujourd'hui,
il y a 166 € par tonne de CO2 lorsque l'on conduit un camion au diesel. Et je sais qu'il y a d'autres inconvénients liés au camion à diesel dont on doit tenir compte. Il y a 0,02 € par kilomètre par rapport à d'autres véhicules. Donc on est à 14 € par kilomètre, véhicule kilomètre, ce qui suffit pour payer pour la valeur du CO2 en Europe. En général, si on veut réduire les émissions de carbone, le tri doit être aux alentours de 100 € par tonne de CO2. On essaie de réduire les émissions là où ça coûte le moins cher de les baisser. Vous pouvez dire très bien, mais le CO2 cause des dégâts à hauteur de 600, 800 €. Ce n'est pas comme ça qu'on peut fonctionner. Ça ne fonctionne pas si on avance comme ça. Une autre histoire, il y a des personnes qui nous disent ce que nous devons faire, c'est inclure le diesel dans le système d'échange de quotas d'émissions. Alors ce n'est pas une bonne idée, parce que si vous incluez le diesel et si vous, dans le système d'échange de quotas d'émissions, vous allez le taxer 2 fois. Je voulais faire une comparaison entre les poids lourds qui ne fonctionnent qu'avec des batteries, donc les poids lourds, les camions à batterie, donc 400 000 kWh dans une batterie, et de l'autre côté, un camion avec un caténaire, ce qui permet d'utiliser des batteries plus petites. Lorsque l'on conduit sur l'autoroute, on n'en a pas besoin, et quand on est à la campagne, eh bien, on a besoin d'une batterie un petit peu plus petite, peut-être d'un tiers. Il y a des incertitudes. Il y a des incertitudes, notamment sur le prix de la batterie. Certaines personnes disent que la batterie, c'est comme le photovoltaïque, ça ne coûtera plus rien dans 10 ans. Mais il faut être prudent. Ces technologies ont tout un profil différent en termes de développement. Et il n'est pas garanti que les batteries finiront un jour par coûter 50% de leur prix d'aujourd'hui. Peut-être qu'elles coûteront 60% du prix. En tout cas, il faut faire attention quand on fait des prévisions sur les prix. Nous allons nous intéresser à 2 périodes, 2025 à 2035, donc la prochaine décennie, et la seconde période qui court de 2035 à 2045. Durant cette période, nous serons censés avoir ces camions électriques un petit peu partout. Nous allons faire dans notre modèle une distinction entre deux types de déplacements, deux types de transport. Alors, une demi-journée, 4h30 de trajet avant de devoir recharger la batterie. Donc, un camion qui va de Toulouse jusqu'à Hambourg, par exemple. Ça, c'est une autre histoire. Là, ce sont de plus longs trajets. Donc, différents profils. Parce que pour ce genre de il faudra un type de batterie différent pour les deux types de trajets. Alors, on ne va pas avoir des camions pour des trajets courts et des camions pour des trajets longs. Il va y avoir des camions qui vont faire... Non, il va y avoir des camions qui vont faire des petits trajets et des camions qui vont faire des longs trajets. C'est ce que vous voyez sur ce graphique. Vous voyez le nombre d'heures dans la journée. On peut conduire pendant 9 heures maximum. Bon, évidemment, si vous avez 2 conducteurs, vous pouvez aller plus loin, mais ce n'est pas intéressant. Donc, on peut faire un trajet de 9 heures maximum, 4,5 heures pour un petit trajet. Et vous allez voir que vous pouvez choisir une batterie. Vous pouvez choisir une très grosse batterie où vous êtes sûr de pouvoir conduire pendant 9 heures de suite. Alors, ça sera une grosse batterie, 900 kWh. Ou alors, vous pouvez prendre une plus petite batterie. Et avec une plus petite batterie,
vous pouvez la recharger au moment de la pause et vous pouvez faire un autre arrêt et recharger. Nous allons faire une distinction entre les camions qui font beaucoup de longs trajets et les camions qui font beaucoup de petits trajets, de courts trajets. Et je vais rajouter une couche d'information. Nous dépendons de plus en plus des énergies renouvelables et donc la batterie du camion peut être utilisée pour le vehicle to grid, c'est-à-dire que on peut utiliser le vehicle to grid, ça fonctionne avec les voitures, le lien entre le véhicule et le réseau, ça fonctionne également avec les camions. Alors, la première application pour l'autoroute TEN-T, le réseau d'autoroute TEN-T, c'est le plus grand réseau autoroutier en Europe, 30 000 km d'autoroute. Mais il y a eu des densités de flux très différentes. Alors, on va essayer de regarder avec les différents flux si ces hypothèses sont validées ou si, sur la base de ces hypothèses, il est judicieux de construire ces lignes, ces caténaires sur les autoroutes. Alors, on regarde les coûts du CO2 et on imagine que la production d'électricité au sein de l'UE n'émet pas de CO2, ont pas de production, une électricité décarbonée, une construction des batteries et des camions décarbonés également. Donc la production des camions fait partie du système d'échange de quotas d'émissions. Alors certaines personnes me diront on ne s'intéresse qu'au carburant. Mais non, si on fabrique un camion en France, eh bien cela rentre dans le système d'échange de quotas d'émissions. Ainsi, il n'est pas nécessaire de rajouter les émissions de CO2 liées à la production des camions tant que le camion est construit en France. Voilà les premiers résultats pour la période 2025-2035. Alors, je suis daltonien, donc il faut que je fasse un petit peu attention. La ligne du bas que je vois en rouge, orange, oui, c'est la ligne qui représente les camions à caténaire. En vert, vous avez le diesel. En bleu foncé, vous avez les camions à batterie. Les camions à caténaire sont particulièrement intéressants. Alors, on ne tient pas ici compte de l'investissement. Si on peut penser que l'investissement est un bien public et donc il est judicieux que le gouvernement se charge de la construction de ces installations, de cette infrastructure. Les pouvoirs publics ont construit les autoroutes et ici on s'imagine que ce sont les pouvoirs publics qui vont construire cette infrastructure. Alors il faut s'assurer que les économies en termes de coûts variables sont suffisantes pour payer pour cet investissement supplémentaire. Sinon, ce n'est pas une comparaison juste. Alors ce dont il faut tenir compte ici, c'est qu'il y a un profil de camions qui ne font que des courts trajets, des camions qui font beaucoup de longs trajets, et c'est la densité de ces différents trajets qui va déterminer les économies qui vont pouvoir être réalisées. Nous avons la période 2025-2035. Évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes. Le coût des batteries pourrait être réduit de moitié. On pouvait avoir 75 € par kilowattheure à la place de 100 ou 125. Ça changerait la donne. Beaucoup de courbes sur ce graphique. Il y a des courbes pour un coût de batterie élevé, un coût de batterie faible. Mais dans l'ensemble, ce que l'on constate, c'est que ça reste assez équilibré. On voit qu'il est toujours intéressant d'avoir ces caténaires à partir du moment où le gouvernement se charge de l'investissement. Le vehicle to grid est important parce qu'il y a des grosses batteries qui circulent.
les investissements dans les routes électriques. Alors, sur le réseau TNT, ça pourrait être justifié. Sur les autoroutes en Europe, la densité moyenne tourne entre 6 000 poids lourds par jour. Il y a des pays où c'est plus. On arrive à 15 000 camions par jour. Il est donc important de faire la différence et d'avoir une approche pays par pays. Alors, il y a des pays tels que l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique. Je ne connais pas assez bien la France, désolé. Où il y a une densité suffisante. Peut-être pas pour toutes les autoroutes, mais en tout cas, il y a des autoroutes où ce serait justifié. La question suivante, c'est, bon, il pourrait être intéressant que l'Allemagne, qui a beaucoup de camions qui font des longs trajets, donne une subvention à des pays voisins afin que leurs camions puissent continuer à utiliser la même technologie à l'étranger. Mais en fait, ce n'est pas le cas. À chaque fois qu'il y a un pays, par exemple l'Allemagne, un grand pays a plus d'échanges au niveau national. Alors qu'un autre pays tel que la Suède ne va pas trouver un bon partenaire. Un petit pays a besoin d'échanger avec d'autres pays parce que la demande nationale n'est pas suffisante. Il est toujours intéressant ou important de se mettre d'accord sur les normes. Bien évidemment, chaque pays peut développer sa propre technologie, mais les Français doivent se mettre d'accord avec les Allemands. C'est de plus en plus facile à faire. Sinon, ça ne fonctionne pas si nous n'avons pas les mêmes normes. Il me reste une dizaine de minutes et je vais donc dire quelques mots sur le transport maritime. Nous le savons, le transport maritime est important. Et donc, si nous souhaitons décarboner le fret, il va falloir s'intéresser au transport maritime. C'est beaucoup plus difficile que de décarboner le transport routier. Il va falloir aller à différentes vitesses. Parlons des instruments politiques. Alors l'UE souhaite utiliser deux instruments politiques. Tout d'abord, l'UE, pour le premier instrument, a raison de dire qu'il n'y a pas de taxe sur le diesel lorsque vous utilisez un bateau qui va de la Grèce à l'Espagne ou de la Norvège, ou peut-être pas de la Norvège, mais de la Suède vers la Belgique. Et donc, il faut utiliser le système d'échange de quotas d'émission. Il faut acheter des droits d'émission, ce qui signifie que ce que vous faites, c'est que le prix d'émission est ajouté au prix du combustible utilisé par le bateau. Il y a une seconde obligation. Il faut commencer à utiliser des carburants verts. Un carburant vert, c'est un carburant décarboné. On commence par 2% et on finit à 80%. C'est un petit peu la même chose dans l'aviation. Alors, ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Je ne pense pas que ce soit un bon instrument. Et il ne faut pas oublier que la plupart des émissions sont intercontinentales. La plus grande part des émissions, à savoir 90%, ou plutôt 90% des échanges arrivent ici par bateau. Bon, tout est une question de technologie. Je ne suis pas ingénieur. Nous avons donc recueilli des informations auprès de différentes sources. Et il y a deux courbes. Et on se rend compte que si on veut réduire les émissions, donc une réduction de 100% au niveau 1, il faut des technologies.
Mais si on regarde l'axe vertical, les ordonnées, vous voyez que c'est possible, mais cela reviendra à 400 ou 500 $ par tonne de CO2. Donc c'est possible, mais ça coûte. Ça, c'est la courbe que vous avez en gris, la courbe en pointillé part sur l'hypothèse selon laquelle il est possible d'avoir une électricité renouvelable à faible coût. 20 $. L'autre hypothèse est à 100 $. Et la façon la plus simple de réduire des émissions, c'est d'aller moins vite. On réduit les émissions en allant moins vite. Pour un bateau, par exemple, il y a beaucoup de résistance. Beaucoup de résistance contre laquelle il faut lutter lorsqu'on veut aller plus vite. Et on voit que quand le pétrole coûte plus cher, les bateaux ont tendance à aller moins vite. Il y a d'autres technologies qui existent, mais qui sont difficiles à mettre en œuvre. Je vous ai dit qu'il y avait deux problèmes. Tout d'abord, la technologie n'est pas forcément simple à mettre en œuvre. Et deuxièmement, lorsque l'on s'intéresse à l'échelle internationale, il faut savoir qui est prêt à payer pour ces réductions d'émissions. Vous avez ici des données qui viennent de l'OCDE, qui datent de 2024. L'OCDE a essayé de voir combien les pays sont prêts à payer pour réduire les émissions dans leur propre pays. Alors évidemment, vous voyez les pays en foncé qui sont prêts à dépenser beaucoup. Il y a le Canada qui fait des efforts, donc l'Europe qui fait beaucoup d'efforts. Les États-Unis un petit peu moins, encore moins aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'autres pays. Mais en définitive, on voit que il n'y a qu'une poignée de pays qui sont réellement prêts à réduire ou à investir dans la réduction des émissions de CO2. Et c'est un véritable handicap. Parce que si on souhaite travailler avec un autre pays, ou se mettre d'accord avec un autre pays, par exemple la Chine, nous voulons réduire nos émissions, on peut faire un effort conjoint parce que nous allons en profiter tous les deux. Très bien, mais ce n'est pas aussi simple que cela. Parce que la Chine, bon, est prêt à payer 10 € par tonne de CO2. Vous êtes prêt à en payer 70. On peut peut-être trouver un accord, un terrain d'entente. Mais en tout cas, ça ne pourra pas coûter plus que 30 ou 40 € par tonne de CO2. On a essayé de calculer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre des accords bilatéraux pour les émissions du transport maritime entre les différents pays? Eh bien, ce que l'on constate, c'est que il y a très peu de pays qui sont prêts à réellement faire un effort. On peut se dire, nous allons mettre des taxes sur ceci, eux, ils vont mettre des taxes sur autre chose. Mais certains pays vont peut-être se dire, mais ça ressemble à des droits de douane. Par exemple, si je dis, si vous pouvez exporter des marchandises, mais si vous le faites, il va falloir payer 100 € par tonne de CO2. C'est difficile d'accepter ça si l'autre pays n'est pas prêt à payer ces 100 €. Il me reste quelques minutes pour conclure. On a trop tendance à se concentrer sur une transition modale. La réduction des volumes ne va jouer qu'un rôle mineur. Il y a déjà des camions qui sont
bien rempli, le volume vont continuer à augmenter. Si l'Europe fonctionne bien, il va y avoir de plus en plus de transport. Il ne va pas y avoir de baisse du volume. La décarbonation du fret, alors pour le transport routier, c'est quelque chose qui est réalisable. Ça ne coûte pas trop cher. Bon, ça ne veut pas dire que c'est simple. Il y aura des camions qui feront des petits trajets, d'autres camions qui feront de grands trajets et qui utiliseront des batteries. Alors, pour les camions qui font des trajets à longue distance, par contre, cela vaudra le coup d'investir dans des modèles d'autoroutes électriques, à condition que le gouvernement investisse. Sinon, c'est une toute autre histoire. La décarbonation du transport maritime. C'est aussi important en termes d'émissions totales que le transport routier. Malheureusement, il n'y a pas de technologie facile à mettre en œuvre. Et si nous souhaitons réellement travailler à l'échelle internationale, il va falloir qu'il y ait une propension à payer bien plus importante pour réduire les émissions de la part du reste du monde avant de pouvoir développer. Il faudra également développer de nouvelles technologies, des meilleures technologies. Tout le monde peut développer de nouvelles technologies, mais le principal constructeur de navires, ce n'est pas la France, ce sera la Corée, la Chine de plus en plus. Et donc, il va falloir compter sur des nouvelles technologies qui sont développées par d'autres pays. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à ne pas être d'accord avec moi. Thank you very much. Un grand merci. Je me tourne vers la salle. Avons-nous des questions? Ou peut-être en ligne? Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Pierre? Bonjour, je suis Pierre Delac de chez Vinci Autoroute. J'ai une question assez simple sur les routes électriques. Vous pensez qu'il y a peut-être une date limite de consommation en somme si on déploie les routes électriques trop tard? Est-ce que finalement ce sera trop tard en matière d'émissions de CO2 parce que d'autres solutions auront été déjà développées? Très bonne question. Alors nous avons pris en compte la période dont j'ai déjà parlé, 2025-2035. Vous aurez des coûts à la baisse en matière de routes électriques. Pareil pour les coûts des batteries. Voilà, on va avoir des coûts réduits. Et ce niveau de baisse est d'ailleurs plus important pour les batteries que pour les infrastructures de routes électriques. Admettons que moi je vous offre 20 heures pour kilowattheure. Ok, pourquoi pas? Écoutez, si vous y croyez, c'est toute autre affaire. Donc bien sûr, ça dépend de vos postulats de départ. Mais vous savez, lorsque l'on parle des batteries, il faut être très prudent, il faut prendre en compte plusieurs aspects. Et je pense qu'on dépend énormément de batteries qui sont construites à d'autres endroits. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore les bonnes technologies. Alors oui, on espère avoir des batteries qui changent la donne. Bon, les ingénieurs, eux, vont forcément être positifs, hein. L'avenir a l'air radieux. Pour autant, il faut être honnête. Oui, on peut peut-être attendre, on peut attendre avant de faire beaucoup de choses, on peut attendre que de nouvelles technologies arrivent. Pour autant, au même moment, on continue à émettre du CO2. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est une bonne question, mais il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte ici. By region, just you are very pessimistic. Alors, vous êtes un peu pessimiste concernant le fret ferroviaire, notamment pour le long distance. Vous l'avez mis de côté. Et si le prix du transport longue distance va augmenter,
Qu'en est-il du transport combiné? Ça serait peut-être plus intéressant d'un point de vue financier. Est-ce qu'il serait peut-être plus pertinent d'investir dans des infrastructures ferroviaires plutôt que d'investir dans des infrastructures électriques ou des routes électriques? Qu'en pensez-vous? C'est toujours très intéressant de regarder ce que font les États-Unis. Aux États-Unis, vous avez ces très longs chemins de fer hein, qui traversent le désert sur des centaines et des centaines de kilomètres. C'est très rentable, peu cher. Ils occupent une bonne partie du marché. Pour autant, en Europe, moi j'ai l'impression qu'on a déjà beaucoup investi. Alors ce n'est peut-être pas vrai, hein, je ne sais pas, mais moi j'ai l'impression qu'on a beaucoup investi. Tous les gouvernements le disent, on a investi voilà, des milliards pour ce projet, pour le fret ferroviaire, etc. Et malheureusement, il ne se passe pas grand-chose sur le terrain. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Alors, c'est une question peut-être de coordination au niveau de l'Union européenne qui reste complexe. Second problème, ça dépend des marchandises qui sont transportées. Ces marchandises, elles évoluent. Alors oui, on transportait beaucoup de sable par le passé, etc. Et malheureusement, ça a changé. On avait une sorte de concurrence, une sorte d'avantage concurrentiel par le passé. Cependant, aujourd'hui, ça, ce n'est plus au rendez-vous. Alors, bien sûr, si l'infrastructure est présente, utilisez-la. Cependant, assurez-vous que vous vous fixiez les bonnes priorités. Quid des passagers? Il y a souvent des conflits entre les transports de passagers et les transports de marchandises. Donc aujourd'hui, voilà, comme vous l'avez dit, je reste assez pessimiste. Voilà, c'est mon point de vue en revanche. On a peut-être le temps pour une dernière question. Allez, ici, Nicolas. Merci pour votre présentation. Alors, vous avez regardé le fret. Qu'en est-il pour le transport de passagers dans ce contexte de route électrique? Alors, je n'y ai pas pensé, pour être honnête. On en a un peu parlé en Belgique. Vous avez certaines personnes qui parlent de ces bus longue distance qui transportent des passagers. Cependant, ces bus longue distance ne peuvent parcourir que 200 à 300 km. Alors bon, si on augmente cette offre, pourquoi pas, mais je ne suis pas sûre que les passagers seraient très friands. C'est vrai que la part de marché des bus longue distance ne cesse d'augmenter. Donc, je sais que l'industrie des bus a pour objectif d'utiliser la même technologie. Malheureusement, encore une fois, quid des passagers? Vous ne pouvez pas dire à 40 ou 50 personnes, bon, écoutez, on va s'arrêter pour 2 heures pour faire une pause café. Donc oui, peut-être qu'à l'avenir, ce sera pertinent pour certains bus à caténaire plutôt que pour des options qui roulent uniquement sur batterie. Voilà, pour pouvoir rouler sur 600 km, avoir suffisamment d'énergie, de puissance pour voilà, répondre aux besoins. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez indiqué que certains pays devaient commencer à financer des projets dans d'autres pays européens, même si le trafic est moins dense. La conclusion ici était assez négative, mais quid de la coordination entre des pays à forte densité? J'imagine que ceci pourrait avoir un impact positif, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, nous avons essayé de regarder ce qui se passe au niveau de chaque pays, qu'est-ce qui est pertinent. Et pour les pays où il y a beaucoup de trafic, où le trafic est dense, oui, c'est pertinent. En revanche, il faut se réunir et s'entendre sur les normes. Et puis, encore une fois, moi, je ne suis pas ingénieur.
Mais j'imagine que vous avez voilà, plusieurs industriels, hein, les industriels français, néerlandais, allemands, etc. Là, moi, je pense que ça va pas être compliqué d'un point de vue ingénierie, mais ce qui est important, c'est d'avoir des normes. En revanche, je pense qu'il faut maintenant avoir ces technologies, il faut qu'elles soient présentes sur le marché d'ici 5 ans. C'est important. Ok, merci beaucoup. Eh bien, on peut applaudir chaleureusement Steph.